Bonjour. Après une longue période d'absence, j'ai décidé de reprendre l'enregistrement de mes cours et je vais continuer sur la partie électromagnétisme. Pour la première fois, on va aborder le régime variable avec le chapitre sur l'induction électromagnétique. Et vu que ce chapitre est assez long, je vais le diviser en plusieurs vidéos. Dans celle-ci, on va commencer par une petite expérience pour mettre en évidence le phénomène, puis on abordera le côté théorique pour trouver l'expression du champ de Neumann, tout en passant par la démonstration de l'équation de Maxwell-Faraday. Enfin, on fera une application au calcul de ce qu'on appelle les courants de Foucault. Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer notre vidéo par une petite expérience très simple. Dans cette expérience, on va utiliser une bobine que j'ai récupérée sur un transformateur. Là, on a la bobine primaire et là, c'est la bobine secondaire. Je vais vous montrer les deux bouts du fil qui sont soudés à ces deux bornes-là. On va utiliser aussi un aimant. Voilà l'aimant que j'ai récupéré sur un disque dur. Là, on a en fait deux aimants qui sont collés l'un à l'autre. On peut vérifier que ce sont des aimants en approchant un morceau de fer. Voilà. Ce morceau de fer, je vais l'utiliser comme support pour manipuler cet aimant. Je vais utiliser aussi mon oscilloscope que je vais allumer. Voilà, on a un trait continu à 0. Ça veut dire qu'il n'y a aucune tension là-dessus. C'est tout à fait normal. On va utiliser la sonde du canal 1 qu'on a relié au canal 1, comme voici. Je vais connecter ma sonde aux deux bouts du fil. Voilà, le premier bout et le deuxième bout. J'utilise la bobine du primaire parce qu'il contient plus de spire. Comme ça, l'effet va apparaître mieux. Alors vous allez remarquer que lorsque je fais bouger l'aimant devant la bobine, il y a un courant qui apparaît. Plus le mouvement est rapide, plus la tension est importante. Si j'arrête l'aimant, il n'y a aucun courant. Donc c'est lié au mouvement. Je peux faire tourner par exemple l'aimant et on remarque qu'il y a un courant qui apparaît. C'est le principe de l'éolienne par exemple qui transforme l'énergie du vent, l'énergie mécanique, en énergie électrique dans le circuit. Cette énergie électrique, on peut l'utiliser par exemple pour allumer une lampe. C'est une expérience très simple, très banale, mais il y a une théorie importante derrière qu'on va essayer de voir dans la suite de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va continuer sur l'électromagnétisme avec le chapitre sur l'induction électromagnétique. On va commencer par le grand 1, loi de Lenz et de Faraday, force électromotrice induite et champ électromoteur. On va commencer par décrire le phénomène d'induction électromagnétique. Donc comme on vient de le voir dans l'expérience, on va considérer une bobine avec un certain nombre de spires qui est branchée sur un milliampère-mètre. À 0 central, comme ça, il va indiquer même le sens du courant induit. Si l'aiguille dévie vers la droite, le courant va être dans un sens, et s'il dévie vers la gauche, le courant est alors dans l'autre sens. On a besoin aussi d'un barreau magnétique. On vient de voir dans l'expérience que le courant induit n'apparaît dans le circuit que si l'aimant est en mouvement. On remarque alors que lorsque l'aimant bouge devant la bobine avec une certaine vitesse V, le milliampère-mètre détecte un courant I qui traverse le circuit. On vient de voir dans l'expérience que le courant induit est lié au mouvement de l'aimant. C'est-à-dire que lorsque l'aimant est immobile, il n'y a pas de courant électrique, même s'il est très proche de la bobine. On s'est aperçu que le courant I est dû à la variation du flux de B à travers la bobine. Le B, c'est le champ magnétique créé par l'aimant. En ce qui concerne le sens de ce courant induit, il dépend de deux facteurs. Il dépend d'abord de la nature
du pôle de l'aimant du côté de la bobine et il dépend aussi du sens du mouvement. Est-ce qu'on approche l'aimant ou bien on l'éloigne? C'est Lenz qui a étudié en détail le sens du courant induit et qui est arrivé à la conclusion suivante qui s'appelle la loi de Lenz. Le sens du courant induit est tel que le champ magnétique propre qu'il crée, c'est-à-dire que ce courant induit, lorsqu'il traverse la bobine, il crée un champ magnétique qu'on appelle le champ magnétique propre. Donc le sens de ce courant induit est tel que le champ magnétique propre qu'il crée tend à s'opposer à la variation de flux, c'est-à-dire le flux qui lui a donné naissance, c'est-à-dire le flux de cet aimant-là. Autrement dit, si par exemple le champ magnétique créé par l'aimant est dirigé vers la droite et qu'on approche l'aimant, ça veut dire que ce champ magnétique augmente dans ce sens au niveau de la bobine. Le courant induit va prendre un sens de telle sorte que le champ magnétique propre créé va avoir un sens vers la gauche. Par contre, si l'aimant s'éloigne, le courant induit I va prendre un autre sens de telle sorte que le champ magnétique propre créé par ce courant induit va avoir le même sens que le champ magnétique de l'aimant. Et comme vous le remarquez, cette loi de Lenz, c'est une loi de modération, comme les lois qu'on avait vues en chimie lorsqu'on avait étudié les déplacements des équilibres chimiques. C'est une loi naturelle qui est universelle, qui dit que l'effet créé s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. On va voir maintenant dans le petit 3 la loi de Faraday. Pour cela, on va considérer une boucle de courant, c'est-à-dire une simple spire, pour ne pas compliquer l'étude par la suite, orientée dans ce sens par exemple, on va noter grand C. Sa résistance, c'est grand R, c'est la résistance du fil qui constitue cette spire, placée dans un champ magnétique variable, B de T, pour dire qu'il dépend du temps. Ce champ magnétique, c'est un champ extérieur, c'est-à-dire ce n'est pas le champ propre créé par ce courant-là, mais c'est un champ qui est créé par autre chose, par exemple un aimant qu'on fait rapprocher ou éloigner. C'est-à-dire qu'au niveau de la spire, le champ magnétique est variable. On a donc variation du flux au niveau de la spire et par conséquent, il va y avoir apparition d'un courant induit. Donc, du point de vue électrique, c'est comme si on a un générateur dans ce circuit-là. Donc, on va modéliser ce circuit par un générateur de force électromotrice E qui est en série avec la résistance R. C'est la résistance de cette spire. Notez que cette force électromotrice est orientée dans le même sens que I. Comme ça, on ne va pas avoir un problème de signe. C'est-à-dire que lorsque E est positif, le courant I est positif. Et inversement. Donc, d'après ce circuit électrique, on a l'équation électrique E est égale RI. Une étude expérimentale quantitative faite par Faraday l'a conduit à énoncer la loi suivante qui s'appelle la loi de Faraday. E est égal à moins d2φ sur dt. Donc le courant induit, d'après cette loi, est lié à la variation du flux. S'il n'y a pas de variation, il n'y a pas de courant. Comme ça, lorsque le flux est constant, c'est-à-dire lorsque le B est constant, ne dépend pas du temps, le flux est constant et la dérivée est nulle. Donc il n'y a pas de courant induit. Et plus la variation de B est rapide, et plus cette dérivée est grande en valeur absolue, et donc le E va être grand, et le courant induit va être grand. Bien sûr, phi, c'est le flux de B à travers la boucle de courant, et le petit e est appelé la force électromotrice induite. On passe maintenant au paragraphe petit 4, champ électromoteur qu'on note EM. Et vous savez que le courant, c'est un mouvement d'électrons. Donc ces électrons sont soumis à un champ électrique. Et c'est lui qui est responsable pour les mettre en mouvement. Donc le champ électromoteur EM, c'est le champ électrique créé dans le conducteur par induction. Il est tel que la force électromotrice induite E soit égale à sa circulation sur tout le circuit C. Donc cette force électromotrice induite, elle est égale à la circulation de ce champ électromoteur sur tout le circuit fermé C. On a donc E égale l'intégrale sur le circuit fermé C de EM dl.
On remarque alors tout de suite que ce champ électromoteur EM est à circulation non conservative, puisque la circulation sur le circuit fermé C n'est pas nulle. C'est donc pas la même chose que le champ électrostatique, pour lequel on avait vu que la circulation est conservative et que cette intégrale doit être égale à 0 pour un champ électrostatique. C'est pour cela qu'on a d'ailleurs appelé ça champ électromoteur, c'est pour le différencier du champ électrostatique. Et on avait vu que pour le champ électrostatique, cette propriété nous a fait aboutir à la loi locale rotationnelle du champ électrostatique est égale à 0. Donc, puisque le champ électromoteur est à circulation non conservative, on en déduit que le rotationnel de EM est différent de 0. On va justement par la suite calculer ce rotationnel-là. Vous allez voir, on va aboutir à une équation très importante, c'est l'une des équations de Maxwell. Pour cela, on va reconsidérer notre circuit fermé C, orienté, soumis au champ magnétique variable B de T. On a le flux phi, c'est le flux de B à travers ce circuit, c'est-à-dire l'intégrale double de B de S sur la surface S. Avec la surface S, c'est une surface quelconque qui s'appuie sur le contour C. Et le sens du vecteur ds est lié à l'orientation du circuit C par la règle de la main droite ou la règle du tire-bouchon, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes. On a alors d de phi sur dt est égal à la dérivée de cette intégrale. On peut introduire la dérivée par rapport au temps à l'intérieur de l'intégrale, mais cette dérivée à l'intérieur de l'intégrale devient une dérivée partielle, parce que cette parenthèse ne dépend pas des coordonnées d'espace, puisqu'on a déjà intégré par rapport aux coordonnées d'espace. Donc il ne reste que la variable temps, c'est pour cela qu'on a une dérivée droite. Par contre, ici à l'intérieur de l'intégrale, on n'a pas encore intégré, et le B peut dépendre aussi des coordonnées d'espace, parce que ce champ magnétique B n'est pas nécessairement uniforme. On doit faire intervenir la loi de Faraday, et on doit remplacer E par cette expression-là, et on a donc la circulation de ce champ électromoteur sur le circuit C est égale à l'opposé de l'intégrale sur la surface S de d rond B sur d rond T ds. On va maintenant utiliser le théorème de Stokes qui dit que cette intégrale-là doit être égale à l'intégrale double sur la surface S du rotationnel de EM ds. Et donc, on va voir cette intégrale sur la surface S va être égale à l'intégrale double sur la même surface S de moins d rond B sur d rond T ds. Cette égalité est vraie quelle que soit la surface S, et donc on peut en déduire que ce rotationnel est égal à l'opposé de la dérivée par rapport au temps du champ magnétique B. D'où alors, rotationnel de EM est égal à moins d rond B sur d rond T. Voilà, on vient de calculer maintenant le rotationnel de EM, puisqu'il est différent de 0, donc il est égal à moins d rond B sur d rond T. On peut remarquer que lorsque le champ magnétique ne dépend pas du temps, cette dérivée va être nulle, et on aura rotationnel de EM est égal à 0, comme pour le champ électrostatique. On peut en déduire aussi un résultat très intéressant, c'est que le champ magnétique variable est lui aussi source de champ électrique. C'est-à-dire qu'une variation du champ magnétique par rapport au temps crée un champ électrique. C'est tout à fait nouveau parce que jusqu'à maintenant, la source du champ électrique, c'était les charges électriques. Si dans la même région, on a un champ électrostatique ES qui existe, le champ électrique total, ou bien global, c'est la somme de ces deux champs, c'est-à-dire EM plus ES. On peut les sommer parce qu'ils sont de même nature, ce sont tous les deux des champs électriques, et la somme vectorielle de ces deux champs-là, c'est ce qu'on appelle le champ électrique tout court. On a rotationnel de E, c'est le rotationnel de cette somme, et puisque le rotationnel est un opérateur linéaire, ce rotationnel va être égal au rotationnel de EM plus le rotationnel de ES. Or, on avait vu en électrostatique que le rotationnel de ES est égal à 0. On en déduit alors que le rotationnel de EM, c'est le rotationnel du champ électrique. On peut donc remplacer le rotationnel de EM par rotationnel de E, et on arrive finalement à l'une des équations de Maxwell, qui s'appelle l'équation de Maxwell-Faraday. Rotationnel de E est égal à moins d rond B sur d rond T. Donc au passage, on vient de montrer cette équation-là. Faraday intervient ici
Parce que pour trouver cette équation-là, on a utilisé sa loi E est égal à moins d de phi sur dt. Pour finir ce paragraphe, on doit trouver l'expression du champ électromoteur EM. Parce que là, on a trouvé uniquement le rotationnel de EM. Pour cela, on va faire intervenir le potentiel vecteur par sa définition qu'on avait vue en magnétostatique, B égale rotationnel de A. On remplace donc dans cette expression B par rotationnel de A, et on a alors rotationnel de E est égal à moins d rang sur d rang t de rotationnel de A. On peut maintenant faire permuter le rotationnel avec la dérivée par rapport au temps, puisque le rotationnel sont des dérivés par rapport aux coordonnées d'espace. C'est égal donc à moins rotationnel de d rang A sur d rang t. On va faire passer ce membre de l'autre côté, et on aura alors rotationnel de E plus le rotationnel de d rang A sur d rang t est égal à 0. Et puisque le rotationnel c'est un opérateur linéaire, on va l'écrire sous forme d'un seul rotationnel, et on aura donc rotationnel de E plus d rang A sur d rang t est égal au vecteur nul. On avait vu auparavant que lorsque le rotationnel d'un champ quelconque est égal au vecteur nul, ce champ doit être un champ de gradient. On en déduit alors qu'il existe une fonction scalaire V telle que le E plus d rang A sur d rang t, c'est-à-dire ce qui est l'intérieur du rotationnel, est égal à mon gradient de V. Et vous vous rappelez que moins grade V, ce n'est autre que le champ électrostatique ES. En faisant passer ce terme-là de l'autre côté, on obtient alors le E est égal à ES moins dA sur dt. Et en comparant avec cette égalité-là, on en déduit finalement l'expression du champ électromoteur qui doit être égal à moins d rang A sur d rang t. Voilà donc l'expression du champ électromoteur. C'est moins la dérivée partielle du potentiel vecteur A par rapport au temps. C'est ce qu'on appelle le champ de Neumann. On passe au paragraphe petit 5, une application de ce qu'on vient de voir, courant de Foucault. Par définition, ces courants sont les courants induits qui apparaissent au sein d'un conducteur non filiforme. Ces courants peuvent par exemple apparaître dans un bloc métallique qui est placé dans un champ magnétique variable dans le temps. On va voir un exemple. On va considérer un solenoïde long d'axe OZ parcouru par un courant I de T, un courant qui rentre par là et qui sort par ici et qui est variable dans le temps. On va le considérer par exemple comme étant sinusoïdal, c'est-à-dire de la forme I0 cosinus oméga t. À l'intérieur de ce solenoïde, on place un cylindre conducteur, tel que celui-ci par exemple, qui est de même axe que le solenoïde et qui est de rayon grand R. Donc ce conducteur cylindrique est placé à l'intérieur du solenoïde long qu'on vient de considérer. Dans l'approximation des régimes quasi permanents, le champ créé à l'intérieur de ce solenoïde, c'est B0 cosinus oméga t EZ. Dans cette approximation, on néglige la propagation, c'est-à-dire on considère que, en un point M quelconque à l'intérieur du solenoïde, la variation du champ magnétique suit instantanément la variation du courant électrique qui le crée. Normalement, il y a un petit retard. Pourquoi une expression du champ comme ça? Parce qu'on avait vu en électrostatique que le champ créé à l'intérieur du solenoïde est de la forme μ0 NI, avec N c'est le nombre de spires par unité de longueur. En remplaçant I, on tire l'expression de B0 est égal à μ0 fois N I0, avec I0 c'est l'amplitude du courant électrique. On veut calculer les courants de Foucault qui apparaissent au sein de ce conducteur qui n'est pas filiforme. On doit donc chercher le champ électromoteur, EM. Pour cela, on doit calculer le potentiel vecteur créé par ce champ magnétique-là. On remarque que ce champ ne dépend que du temps, il ne dépend pas de la position, donc à chaque instant il est uniforme, et on peut donc utiliser l'expression qu'on avait vue en magnétostatique lorsqu'il s'agit d'un champ uniforme non nul. Le A est égal à 1,5 B vectoriel OM, avec O un point origine de l'axe OZ, et le point M c'est un point quelconque de ce conducteur cylindrique. Donc en utilisant les coordonnées cylindriques, on peut remplacer le OM par son expression RER plus ZEZ, avec R c'est la distance à l'axe OZ, et petit z c'est l'abscisse du point M sur l'axe OZ. Le ER c'est le vecteur unitaire directement perpendiculaire à l'axe OZ et qui passe par M.
Et le EZ, c'est le vecteur unitaire de l'axe OZ. En effectuant ce produit vectoriel, on a EZ vectoriel EZ est égal à 0, donc ce terme va disparaître. Et le EZ vectoriel ER, c'est Eθ. On obtient donc le potentiel vecteur A est égal à 1 demi B0 R cosinus oméga t porté par Eθ. Finalement, pour calculer EM, il suffit de dériver par rapport au temps cette expression-là. On a donc EM est égal à moins dA sur dt. Vous savez que la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc avec ce moins-là, le sin moins va disparaître. Et on doit faire sortir le oméga. On obtient alors EM est égal à 1 demi B0 oméga R sinus oméga t porté par Eθ. Attention, ici le Eθ est constant puisqu'on a fixé le point M. Parce que le M en mécanique de point est mobile, donc le Eθ est une variable. Par contre, ici, le point M est fixé, donc le Eθ est une constante. Et on va utiliser la loi d'Ohm, J est égal à gamma E, avec gamma la conductivité électrique du conducteur qu'on a utilisé. Et le E, ce n'est autre que EM, parce qu'il n'y a pas de champ électrostatique ici. Et en remplaçant le EM, on tire alors la densité volumique des courants de Foucault, c'est J est égal à 1 demi B0 gamma oméga R sinus oméga t porté par Eθ. Donc, puisque J est porté par Eθ, les lignes de courant sont des cercles d'axe OZ. Donc, ce cylindre est parcouru par des courants qui sont tournants. C'est comme si on a une superposition de spires. Et chaque spire est parcouru par un courant qui n'est pas le même puisque ça dépend de petit r. Donc, ça dépend du rayon de la spire considérée. Voilà donc un exemple de calcul de courant de Foucault. Ces courants sont parfois nuisibles, c'est-à-dire qu'on veut éviter. C'est comme dans le cas des transformateurs. Dans un transformateur, on a besoin d'un noyau de fer pour canaliser les lignes de champ. Comme sur ce schéma par exemple que vous voyez ici. Là, c'est le circuit primaire. On a la tension source U1 et on utilise ce noyau de fer pour canaliser les lignes de champ. C'est-à-dire que le champ magnétique créé là est transporté par ce noyau de fer à l'intérieur de cette deuxième bobine. Et au bord de cette deuxième bobine, on obtient la tension de sortie qui est proportionnelle au nombre de spires. Là, vous remarquez que le nombre de spires n'est pas le même. Et on démontre que le rapport des tensions est égal au rapport des nombres de spires. C'est-à-dire U1 sur U2 est égal à N1 sur N2. Autrement dit, plus le nombre de spires est grand, plus la tension de sortie est grande et inversement. Donc là, ce qui se passe, c'est que la présence de ce noyau de fer, qui est indispensable pour faire fonctionner le transformateur, il y a des courants de Foucault qui apparaissent et qui vont chauffer ce conducteur-là. Donc dans ce transformateur, ces courants sont nuisibles. Parfois, ces courants sont utiles, comme dans le cas par exemple de ce qu'on appelle les fours à induction. Par exemple, sur cette vidéo, on remarque qu'il y a un conducteur à l'intérieur de cette bobine. Cette bobine est parcourue par un courant qui est assez fort et qui est variable dans le temps. Il y a un petit bloc métallique à l'intérieur et qui est en train de léviter et qui est en train de chauffer à cause du champ magnétique variable à l'intérieur de la bobine. Donc sa couleur change parce que sa température augmente. Elle passe au blanc lorsqu'il est très chaud et il finit enfin par fondre à cause de la chaleur qui se dégage à l'intérieur. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On va continuer sur l'induction dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.